3. Un proverbe d'Amérique latine dit, qui vit d'illusions meurt de désillusion. Je me suis laissé envahir par trop d'illusions avant mon mariage. À 24 ans, je me faisais accoster par beaucoup d'hommes. Certains avaient une carrière devant eux tandis que d'autres en avaient derrière eux. Je ne voulais pas d'un homme accompli qui me regarderait de haut. Je voulais d'un ami, je voulais d'un complice qui me respecterait et avec qui je bâtirais. S'il était normal que la femme soit mariée, alors il allait de soi que je veuille avoir une place près d'un homme. Ma pensée sur le mariage avait évolué. Je voyais des jeunes couples heureux en ménage. Je voyais des camarades s'engager pour la vie. Grand-mère laissait échapper çà et là des phrases innocentes telles. J'ai encore été invitée par une amie pour le mariage de sa petite fille, je vais aussi être hôtesse quand. Regarde, celui-là m'a l'air calme et bien gentil. Mais bon, tu ne le vois pas. Ces phrases que grand-mère glissait sans s'adresser directement à moi ne tombaient pas dans les oreilles d'un sourd. Je les voyais tous, ces hommes qui me tournaient autour, mais il y avait l'autre avec une vision dans laquelle je me retrouvais. On était presque de la même génération. Il avait un salaire. Notre foyer ne manquerait de rien, moi, encore moins. Après Dieu dans ma vie c'est toi, me disait-il. Il semblait amoureux et moi, j'étais rassurée. Il me parlait de la façon dont nous vivrions dans notre foyer. On s'écouterait, le dialogue c'est le socle de toutes les relations durables, disait-il. Il n'y aurait que lui et il n'y aurait que moi. Il n'y aurait jamais de dispute, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui parlait peu. On prendrait toutes les décisions ensemble. Je n'avais pas besoin de plus pour abandonner mon moi entre ses mains. Il me disait comment son oncle prédicateur vivait avec sa femme. Le mari protégeait la femme contre vent et marée. La déférence qui régnait dans ce couple faisait rêver. Il me parlait aussi du cousin de maman, celui chez qui on s'était connus. Selon l'autre, la simplicité de mon oncle, et le fait que ce dernier ne boive ni ne fume était une grande source d'inspiration pour le chef de famille qu'il aspirait à devenir. On voulait tous les deux la même chose. Une vie modeste, discrète et sans embrouille. Je rêvais et je lui faisais confiance. Avec l'autre, j'allais poursuivre mes études. Maman devait rester une priorité pour moi. De plus, un aurait sa place dans notre vie de famille. Je n'en demandais pas plus. J'étais comblée. Même si durant les préparatifs du mariage je m'étais sentie à l'apogée de la frustration, je m'étais fait une raison, il avait beaucoup dépensé et cela l'avait poussé à être désagréable avec moi. Tout cela était maintenant derrière nous. Du moins, c'était ce que je pensais. À mon réveil le lendemain du mariage, j'ai parcouru mes réseaux sociaux et j'étais heureuse de voir que mes amis avaient déjà publié nos photos de mariage. Je les ai publiées à mon tour et j'attendais avec impatience que l'autre le fasse aussi sur son mur pour que je me délecte des commentaires des amis. Il ne l'a pas fait. Je ne voulais pas lui demander de le faire car il avait toujours posté nos photos sans mon aval par le passé. Pour moi, il fallait qu'il poste The Picture pour que je me sente bien. Toutes les photos qu'il avait pu publier par le passé n'avaient plus d'importance à côté des photos du mariage. Je ne savais même pas moi-même à quel point l'acte de publier nos photos de mariage comptait pour moi jusqu'à ce que je me rende compte qu'il ne l'a pas fait. Nous avons quitté l'hôtel. Nous sommes partis pour la capitale, la journée est passée, la semaine est passée et là, je n'en pouvais plus. B, tu n'as pas posté nos photos de mariage? Non, je n'aime pas exposer ma vie. Depuis quand? Ne commence pas, pardon. Poste nos photos de mariage. C'est toi qui me commandes? Vu la tournure que cette conversation voulait prendre, je me suis calmée. Déjà, je n'en revenais pas moi-même d'avoir cette discussion. Ma colère quand j'ai constaté qu'il ne voulait pas mettre nos photos sur son mur, et que j'étais en train de l'obliger m'avait surprise. Dans ma stupeur, je me demandais depuis quand nos avis étaient devenus aussi drastiquement opposés. Je me suis retirée dans la chambre que nous occupions chez son oncle pour gérer ma peine. Après le mariage, l'autre m'a dit que nous devions faire des économies. Nous nous sommes donc installés chez son oncle. Cela ne m'a pas dérangé étant donné qu'il venait d'organiser notre mariage sans mon aide. De plus, la petite famille de son oncle était très attachante. Bien que cela faisait des années que je vivais seule et que j'appréhendais la vie avec des personnes qui ne sont pas membres directs de ma famille, je savais que j'étais capable de le faire. De plus, ce serait une formation pour moi. Quand je quitterai de là,
je saurais tenir un foyer, me suis-je dit. Pas que moi d'ailleurs. L'autre me disait, profitant pour apprendre à être une bonne femme. Que sa famille le dise, je le concevais, mais que cela vienne de lui me laissait perplexe. Quand une femme est nouvellement mariée, elle doit passer quelque temps chez sa belle famille pour se familiariser avec celle-ci et surtout pour apprendre à cuisiner pour son mari. Les conjoints se mettent d'accord sur la durée de cette visite. En ce qui me concerne, je ne savais pas combien de temps cela durerait. J'avais l'impression que pendant que j'étais en formation militaire, l'autre était en vacances. Après une semaine seulement, je me sentais épuisée, mais c'était une toute autre chose qui me turlupinait. J'ai boudé toute la nuit et le matin il m'a réveillée avec sa tablette. Il me l'a donnée pour que je voie les photos qu'il avait publiées. J'étais contente et le nuage qui avait assombri ma première semaine de mariage s'est dissipé. J'ai passé une belle matinée avec l'autre. Je me suis sentie mariée. Tout allait bien. Quelques heures sont passées et j'ai voulu lire les commentaires que les connaissances des réseaux avaient écrits. Quand j'ai pris la tablette de l'autre, son WhatsApp était ouvert. Et là, j'ai vu ses échanges houleux avec X. X était furieuse car elle venait de découvrir les photos du mariage de son petit ami sur les réseaux sociaux. L'autre a répondu à ses messages en disant « Je ne t'ai pas promis le mariage ». Il était naturel et cohérent dans ses réponses. Il n'éprouvait aucun remords. J'avais mal pour moi, j'avais aussi mal pour celle-là qu'on avait laissée quelque part dans le monde pour venir m'épouser. Même si c'était moi qu'on avait épousée, j'ai commencé à remettre en question cette grâce que je croyais avoir. Le mariage est une grâce. Je le dis avec assurance. Quand on a la grâce de tomber sur une personne saine d'esprit, cette phrase a tout son sens. Malheureusement, il y a des unions comme la mienne qui bouleversent des existences et poussent à questionner cette institution et même son créateur. Mon mariage était une erreur, un élan de stupidité motivé par la simple volonté de tenir une promesse faite. L'autre a voulu tenir sa promesse et moi aussi. Mais le respect est un suiveur fidèle et soumis à l'amour, et quand l'amour n'honore pas un rendez-vous, le respect n'oserait défier son partenaire en s'y pointant. L'épisode de l'élève n'était donc pas une erreur. L'autre était un menteur, une personne qui pouvait blesser les autres et rester naturelle. Quand je l'ai confronté, j'ai vu ce regard sec et vide, ce regard dont la froideur devait désormais me glacer le sang. C'était ma lune de miel aux yeux de tous. J'étais maintenant la femme de l'autre. Je ne pouvais pas désappointer toutes ces personnes qui avaient voyagé de loin pour nous soutenir. Je ne pouvais pas décevoir ma famille, cette famille à qui j'avais imposé l'autre malgré l'épisode affolant de la dot. Je ne puis me résoudre à accepter que j'eusse ignoré les signes avant-coureurs. J'étais trop brillante à mes propres yeux pour accepter que j'avais fait une grossière erreur. D'abord l'élève, ensuite elle et maintenant X. J'ai compris pourquoi il ne voulait pas mettre nos photos sur ses réseaux sociaux. Toutes les lettres de l'alphabet étaient certainement aux aguets sur la toile et ailleurs. Seul le temps pourrait m'éclairer. J'ai repensé à cette première semaine de mariage. Il allait, il venait. Il ne me disait ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Il disparaissait et il réapparaissait dans la nuit comme un célibataire. Il avait l'air de planer dans une réalité qui m'était totalement inconnue. Le mariage lui avait donné des ailes. Il volait et il ne voulait pas se poser. Son sang bouillait et la chaleur que cela dégageait me garrottait l'esprit. Lui, qui jadis était casanier, soudain s'ennuyait à la maison. Lui, qui auparavant m'avait tenu la main pour prier, n'avait plus le temps. Il était toujours trop fatigué pour tout, plus encore quand il fallait m'écouter. À défaut de faire le point avec lui, il fallait que je le fasse avec moi-même. Malheureusement, chaque fois que je voulais me poser pour comprendre ce qui se passait, il y avait la belle famille qui attendait, qui observait elle des enseignants, pour évaluer mes prestations de belle-fille. Je n'avais pas mon espace à moi. Et je ne ressentais pas la présence de l'autre. Je croyais que le vide que j'avais ressenti toute ma vie serait comblé par mon mariage. Je me sentais encore plus seule que jamais. Cela ne faisait qu'une semaine que nous étions mariés et j'avais déjà l'impression d'avoir passé 80 années de mariage. J'ai pris la décision de partir. J'avais besoin d'être loin de cette maison, et de cet étranger. Mais au fond de moi, j'espérais l'arracher de son silence, de son indifférence.